Alors, c'est un avocat au barreau de Paris qui va nous rejoindre maintenant pour clôturer cette première partie. Il est aussi cofondateur du Cercle Droit et Liberté de l'Institut Clisthène. Il a également fait partie de la promotion Ernst Jünger de l'Institut Iliade. Merci d'accueillir, parce qu'il passe après le Lansquenet Lugan, chaleureusement Thibaut Mercier. Mesdames, Messieurs, chers amis, la continuité historique d'un peuple implique pour ce dernier l'existence d'un passé qui soit convocable au présent, pour permettre ainsi sa transmission aux générations futures. Aujourd'hui, on cherche à nous couper de notre passé d'Européens, à le nier et à le dévaluer. Sans possibilité de s'en prévaloir, notre continuité historique, c'est-à-dire notre identité, est menacée. Menacée notamment par l'Union européenne et sa politique immigrationniste inconsciente, menacée par des dirigeants qui ont oublié que la fonction première d'un État était d'assurer la pérennité de ses citoyens face aux périls aussi bien extérieurs qu'intérieurs, menacée aussi par des nations européennes qui ont perdu toute idée de puissance pour adopter le modèle uniforme de la société de marché, menacée encore par une mondialisation qui fait de l'homme un simple agent économique fongible, menacée encore par le multiculturalisme qui atomise les individus, nie leur culture autochtone et les contraint à la concurrence de tous contre tous, mais menacée enfin par une vision droit de l'homiste de liberté, par un droit dévoyé et qui s'insinue peu à peu dans tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, il m'est donné la tâche d'intervenir sur notre droit d'Européens à transmettre notre identité, le droit à notre continuité historique. Pour cette intervention, nous proposons donc dans un premier temps une brève analyse critique des dérives actuelles de notre droit qui, nous le verrons, puise ses fondements dans une vision ontologique erronée de l'homme. Et dans un deuxième temps, nous tenterons de dessiner les contours sociaux, historiques, culturelle mais aussi civilisationnelle de l'homme européen et de son peuple, pour ainsi proposer une vision juridique enracinée et respectueuse de ces réalités, et qui pourrait ainsi nous permettre de retrouver notre droit à notre continuité historique. Dès les premières années de faculté, on se voit majoritairement enseigner la théorie suivante. Le droit serait délié de toute réalité politique et historique, il serait applicable à toute situation, en tout temps, en tout espace. Il serait valable hors de tout système juridique donné et pourrait s'imposer aux États au détriment de toute souveraineté nationale. Le droit serait autonome et indépendant notamment du politique, pour éviter ainsi les abus du pouvoir en place. Et enfin, ce droit serait fondé sur la simple volonté raisonnable de l'individu et donc décorrélé d'un quelconque ordre supérieur. Cette théorie, bien sûr, c'est celle des droits de l'homme. Si cette fiction juridique fut inventée au XVIIIe siècle contre l'absolutisme de la monarchie, c'est surtout à partir de 1945 qu'elle se développa contre le fantôme d'Hitler et contre les dictatures de tous bords. À l'origine, elle semblait uniquement s'élever contre le despotisme, mais au final, c'est contre toute forme de politique qu'elle s'est déployée. Elle a réussi à imposer une neutralité axiologique au droit et aux politiques, et logiquement, cette neutralité a mené l'État à accepter un relativisme des valeurs. L'État a donc été désarmé politiquement, c'est devenu une coquille vide, un simple gestionnaire qui administre des individus qui peuvent décider d'eux-mêmes de faire valoir leurs droits subjectifs contre l'État, contre la collectivité ou encore les uns contre les autres. Pourtant, selon la pensée classique, seules les décisions ordonnées à une fin respectueuse de l'ordre naturel de la cité étaient reconnues comme justes et légitimes. Mais dorénavant, le droit ne se déduit plus que de l'homme. Le droit devient donc subjectif et existe indépendamment de toute réalité objective. Il permet ainsi à l'individu de façonner la réalité selon son désir. Les droits de l'homme tendent alors à s'imposer partout, sans considération des appartenances, des traditions, des contextes et des réalités biologiques et anthropologiques. Et seul le point de vue subjectif de l'individu doit prévaloir. En conséquence, c'est la fin des notions de bien commun, de justice. Toute idée de légitime défense sociale, toute idée de salut public est par avance discréditée. On voit donc que les droits de l'homme sont une des causes du délitement du lien social en Europe occidentale. Car en effet, nous assistons à l'avènement d'une génération qui est composée d'individus qui considèrent que leurs droits individuels prévalent sur l'intérêt général. L'idée d'une communauté de citoyens a fait place à une simple juxtaposition d'individus qui ne se définissent plus que par leur droit à avoir des droits. Dans nos sociétés modernes, le droit est devenu un avantage délié de toute charge, de toute obligation. C'est un droit de créance sur la collectivité, un droit à ou un droit de, et toujours aux dépens de la société. L'individu émancipé a donc des droits mais plus de devoirs. Et désormais, chacun cherche à maximiser son intérêt personnel, chacun peut faire plier la nation sous le poids de son désir égoïste, et on en est arrivé à une opposition de principe entre l'individu d'un côté et la collectivité de l'autre.
Soyons concrets, prenons le cas typique du droit d'asile. À l'origine, il s'agissait d'un droit qui était reconnu à l'État et non pas à l'individu. Il était l'apanage d'une puissance souveraine qui décidait elle-même d'accueillir ou non les personnes de son choix en fonction notamment de ses intérêts politiques ou diplomatiques. Par une révolution copernicienne, ce privilège étatique est devenu un droit créance de l'individu allogène sur la collectivité. C'est une obligation juridique et morale pour chaque pays occidental d'accepter quasiment sans condition quiconque s'installerait sur son territoire et ainsi subir, impuissant, une immigration de peuplement. En pratique, que sont encore les droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est la France condamnée par la Cour européenne du même nom pour l'expulsion hâtive d'un djihadiste. Les droits de l'homme, c'est le regroupement familial imposé aux Européens sous couvert de droit au respect de la vie privée familiale, en oubliant hypocritement que cette vie familiale peut parfaitement s'exercer dans le pays d'origine. Les droits de l'homme, c'est le développement de la gestation pour autrui, c'est-à-dire la traite d'êtres humains. Les droits de l'homme, c'est le droit pour l'étranger d'imposer ses mœurs aux citoyens autochtones, le voile sous couvert de liberté de se vêtir ou des droits de la femme, la malbouffe sous couvert de liberté du commerce, les prières de rue sous couvert de liberté religieuse, etc., etc. Les droits de l'homme, c'est enfin l'idée qu'un clandestin qui séjourne illégalement sur un territoire donné aurait un droit absolu à y rester au détriment de toute législation nationale, qui, même votée démocratiquement, serait vue comme illégitime. Les droits de l'homme, c'est aussi la tyrannie des minorités. Car dans une société où les identités particulières sont publiquement glorifiées et où il est de bon ton de faire preuve d'une repentance xénophile, on assiste désormais impuissant à un mouvement incontrôlé de revendications d'individus et d'associations qui défendent leurs intérêts catégoriels. Les juges et l'État se sont fait les auxiliaires zélés des SOS Racisme, l'ICRAM, RAP et autres associations de défense des LGBT. Toutes ces associations subventionnées, qui ne représentent qu'elles-mêmes, réclament désormais, sous couvert du droit, répression et persécution contre toute personne qui ne respecterait pas leur doxa antidiscriminatoire. C'est devenu une véritable inquisition religieuse. Au nom d'un moralisme indépendant de toute théologie ou métaphysique supérieure, l'Occident a sécularisé et judiciarisé la dialectique religieuse du bien et du mal. Les droits de l'homme ont perverti notre droit, et celui-ci a désormais pris les signes d'une religion d'État. Une religion qui a son dogme, l'antiracisme, ses lois réprimant le blasphème, les lois Guesso et Pleven, ses prêtres et inquisiteurs, les juges et procureurs, et même ses grenouilles de bénitier, les associations antiracistes précitées. Pour résumer, les droits de l'homme exposent désormais chaque peuple européen à voir des individus mettre à profit ces pseudo-droits pour travailler à le détruire. Sur quelle vision de l'homme ces droits sont-ils fondés? Car si les déclarations de 1789 et 1948 ont donné des droits à l'homme, elles ont été incapables de répondre à la question fondamentale « Qu'est-ce que l'homme ?» Pour les philosophes des Lumières, l'homme existerait avant et hors de toute société. Il n'y aurait donc pas d'homme particulier, mais seulement un homme universel qui serait le même en tout point du globe. Tous ces liens organiques qu'il rattache à des collectivités réelles, comme sa patrie ou sa famille, sont désormais vus comme illégitimes et doivent donc être brisés. Chateaubriand écrivait que la folie du moment serait d'arriver à l'unité des peuples et de ne faire qu'un seul homme de l'espèce entière. Il avait vu juste, car en effet, à trop vouloir promouvoir cette humanité globale et abstraite, on en arrive au démantèlement des identités concrètes. Et nous le voyons bien, la promotion incessante d'un métissage global, qui consiste à rechercher le plus grand dénominateur commun entre tous les hommes, a pour effet pervers d'appauvrir les différences et de rendre l'être humain interchangeable dans une humanité uniforme. L'égalitarisme forcené et le relativisme des Lumières ont eu pour conséquence tragique d'engendrer la création d'un homme qui est pris comme une simple unité numérique au sein d'une masse indifférenciée. Mais si tous les hommes se valent et s'ils sont tous égaux, comment dès lors reconnaître la personnalité unique de chacun? Ils apparaissent alors non pas égaux mais semblables, non pas irremplaçables, mais au contraire interchangeables. Et pour résumer, voici ce qu'est l'homme issu des Lumières. C'est un individu qui est fongible et abstrait, qui est pris en dehors de l'histoire, de son passé, de sa patrie. C'est un atome asexué vidé de sa substance, sans couleur, sans race. Ce n'est plus un homme mais un simple matricule, un agent économique qui produit et consomme, et dont la valeur est indexée sur sa seule utilité marchande. L'homme est devenu un outil qu'on travaille d'un pays à un autre au gré du marché. Mais pourtant, comme l'a montré Julius Evola, l'erreur fondamentale, tant du libéralisme que du marxisme, consiste à penser que la misère existentielle de l'homme serait due à souffrir de la pauvreté matérielle. Pour eux, seule l'élévation des conditions matérielles d'existence compte. La poursuite des intérêts matérialistes de l'individu lui donnerait donc le droit à émigrer librement où bon lui semble, au détriment des frontières. Cette vision est fausse. Elle oublie notamment que l'homme est un animal spirituel également. Nous devons combattre cette conception erronée de l'homme. Nous la combattons
car c'est elle qui justifie aujourd'hui le droit à la libre circulation des personnes aux dépens des souverainetés nationales, et c'est elle qui fonde la logique immigrationniste actuelle. Maintenant, il s'agit de s'interroger sur la vraie nature de l'homme. Joseph de Maistre déclarait qu'il n'avait jamais rencontré l'homme de sa vie, mais qu'il avait vu en revanche des Français, des Italiens, des Russes et même des Persans. Et en effet, l'homme en soi n'existe pas. On sait depuis Aristote qu'il est un animal politique. Animal politique, c'est-à-dire historiquement engendré et qui devient humain par son insertion dans une culture. Il n'existe donc que des hommes concrets qui sont fils de leur père, d'une terre, d'une époque, d'une civilisation. Et à la notion abstraite d'homme, nous opposons celle de personne. Personne qui est différenciée par ses qualités, ses attaches anthropologiques et culturelles, biologiques également, et qui le distingue de tout autre et la rendent fondamentalement inégale et unique. L'homme ne peut donc être pris hors de son peuple. Et qu'est-ce qu'un peuple? Le peuple, ce n'est pas la population présente sur un territoire. Ce n'est pas cette masse déracinée d'individus, de toute provenance et qui rassemble des gens pris au hasard en les liant par un simple contrat ou par le droit du sol. La vision contractuelle du peuple et de la nationalité est fausse. Ce n'est pas notre volonté qui nous a fait français. On ne choisit pas plus sa patrie, la terre de ses pères, que l'on ne choisit son père et sa mère. Maurras. Non, le peuple, c'est au contraire l'ethnos. L'ethnos, c'est une communauté fondée sur l'héritage, la culture et la mémoire. Et un groupe d'individus ne devient un peuple que s'il partage les mêmes origines, s'il habite un lieu, ordonne un espace, s'il se donne des directions communes, ainsi qu'une frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est donc une conception ethno-culturelle du peuple que nous opposons à la conception contractuelle. Et d'ailleurs, cette conception ethno-culturelle prévaut partout dans le monde, sauf aux États-Unis ou en Europe occidentale. Selon les propres mots de Dominique Vénère, l'Europe n'est pas née des traités de la fin du XXe siècle, elle est issue de peuples frères qui, entre la Baltique et l'Égée, sur quelques milliers d'années, donnèrent naissance à une communauté de cultures sans égale. C'est donc sur ces réalités anthropologiques et culturelles que notre droit et nos libertés publiques doivent s'appuyer. Il est nécessaire de sortir de la logique universaliste des droits de l'homme pour revenir à la notion classique de liberté publique. Car en effet, c'est seulement à l'intérieur d'un cadre donné et d'un système juridique déterminé que peuvent s'exercer nos libertés politiques. Ce cadre, c'est traditionnellement celui de la cité. Et face à l'idéalisme des droits de l'homme, nous privilégions l'effectivité du droit, sa légitimité et sa dimension démocratique. Car les libertés publiques sont respectueuses de l'histoire et de la pratique locale. Elles naissent et se développent de façon coutumière. Et toute liberté publique n'est pas forcément concevable en tout lieu ou en tout instant. Au contraire, chacune prend sa source dans la terre, l'espace et le temps. À l'heure d'une mondialisation uniformisatrice, comment pouvons-nous faire ressortir cet esprit de cité? À l'international, c'est en défendant un monde multipolaire. Carl Schmitt a bien montré qu'il est légitime pour chaque grande puissance de mettre en œuvre son projet politique. Ces grandes puissances régionales sont celles qui disposent d'un vaste espace déterminé, aussi bien géographiquement qu'historiquement, et qui disposent d'une population homogène et porteuse d'une civilisation. Ces grands espaces civilisationnels reposent sur l'inviolabilité des frontières et donc sur le principe de non-intervention, bien sûr à l'opposé du droit d'ingérence moderne, dont les États-Unis et parfois la France usent et abusent. Et contre l'impérialisme et l'uniformisation, c'est une écologie des civilisations qu'il est crucial de développer. Au niveau européen, pour faire ressortir de cet esprit de cité, il s'agira de reprendre conscience de nous-mêmes. Juridiquement, il est fondamental de revenir à la discrimination légitime entre citoyens et étrangers. Malheureusement, en Occident, le combat contre les discriminations ne connaît plus de limites et il nous interdit désormais toute différenciation légitime. Pourtant, il est primordial de repenser la notion de discrimination. Qu'est-ce que discriminer, en effet? Discriminer, c'est distinguer, c'est choisir. À la base de toute pensée, de toute action, il y a une discrimination. Discriminer, c'est tracer des frontières, définir des limites, c'est préférer, catégoriser, c'est même faire des amalgames. Sans discrimination, pas de distinction, pas de différenciation, c'est la fin de l'altérité, c'est la fin des identités, c'est le règne du même. D'ailleurs, au nom de quel grand principe un État devrait-il garantir sur son territoire les mêmes droits à un étranger et à ses citoyens? Parce que si on donne des droits sans critères de lien commun, sans volonté de vivre ensemble, ou même sans cotisation aux systèmes sociaux, on fait sauter toute idée de nation, on fait fi de toute idée de devoir. Et refuser cette discrimination en État, c'est tout simplement lui refuser d'exister et de se perpétuer. On en arrive donc à la nécessaire mise en place d'une préférence nationale, ou plutôt à une époque où la nationalité se résume à une carte d'identité ou encore à un droit de créance sur l'État,
à la mise en place d'une préférence de civilisation. Préférence de civilisation théorisée par Jean-Yves Le Gallou, et qui serait non pas fondée sur l'appartenance formelle et juridique à un État, mais sur l'appartenance à une communauté ethno-culturelle. Deux dernières choses pour conclure. La première va peut-être vous étonner pour un juriste, mais paradoxalement, il est nécessaire de sortir du droit pour que les Européens puissent retrouver le droit à leur continuité historique. Et oui, car le droit ne doit pas être le seul à régler la vie de la société. Il existe des règles immatérielles et intangibles qui échappent au droit, et en échappant au droit, elles échappent au bon vouloir du juge et du législateur. Il existe ancré au fond de l'âme européenne une éthique de la force, une éthique de la volonté, une éthique de la pudeur et de la dignité. Nous n'avons pas besoin de contrat quand l'honneur et le respect de la parole donnée nous enjoignent à remplir nos engagements. Nous n'avons pas besoin d'une solidarité forcée imposée par un État léviathan quand des liens organiques et culturels nous invitent au don et à la charité du cœur. Pas besoin de loi antiraciste quand le sens de la dignité nous interdit d'exiger un droit à être protégé d'un quelconque propos haineux. Jamais un homme digne ne pourrait demander, sans s'étouffer de honte, d'être légalement protégé du rire de l'autre, de ses propos désobligeants ou de ses phobies supposées. Refusons cette culture de la victimisation, cette dictature victimaire qui est totalement étrangère à notre pudeur helléno-chrétienne. Regardons derrière nous et prenons exemple sur le XVIIe siècle ou encore sur l'Antiquité grecque. À ces époques, on considérait stoïquement que l'étalage de chagrin était une faiblesse, voire une disgrâce, et un honnête homme tenait la maîtrise de ses sentiments pour une élégance. À l'opposé des pseudo-valeurs compassionnelles et pacifistes actuelles, c'est au contraire une certaine fermeté et le goût de l'orgueil et de l'honneur qu'il faut retrouver. Dans notre société égalitariste et culpabilisée par la repentance, il est crucial de faire preuve de force et d'autorité. Dans la crise migratoire actuelle, c'est en étant ferme que l'on pourra être juste. Il est criminel de laisser les migrants croire à l'Eldorado européen, et l'Europe ne pourra accueillir plus de migrants qu'au prix de sa propre disparition. Dernier point pour conclure, rappelons qu'un droit ne peut pas aller sans responsabilité. On ne peut réclamer un droit à notre continuité historique sans également prendre conscience qu'il est de notre devoir d'assurer la transmission de notre identité. C'est une lutte politique noble, il ne faut pas en avoir honte, lutte noble non seulement pour la préservation de l'identité européenne, mais également pour la préservation de l'identité des autres peuples, eux aussi menacés par l'idéologie mondialiste. À nous donc de nous réapproprier notre passé et d'utiliser cette énergie du souvenir pour vivre en Européen et transmettre notre héritage. Tout défaitisme nous est interdit. On entend souvent que tout est joué d'avance. C'est faux, car il n'y a pas de sens de l'histoire. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Les exemples existent. L'épopée de Jeanne d'Arc, la Reconquista, plus récemment, l'effondrement du communisme. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il n'appartient qu'à nous de retrouver la fierté et le droit d'être européens. Merci. Merci Thibault.